Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Rollina. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, nous sommes là pour parler d'un de vos ouvrages. Vous en avez écrit une petite trentaine et justement, j'en ai quelques-uns sous la main, donc on a décidé d'en parler ensemble. Et là, j'ai dans la main 17 ans dans les tranchées du Front National. Et oui, vous venez de là, comme beaucoup dans notre famille politique, vous venez du Front National. Et justement, on va en parler en large et en travers. D'autant plus que vous avez été assistant du groupe des élus du Conseil régional d'Île-de-France de 1986 à 1998, et pour être plus précis, 92. secrétaire, 92, pardon, et de 92 à 98, vous avez été secrétaire du groupe des élus Voilà. d'Île-de-France, et vous avez également été le fondateur de National Hebdo, cofondateur, pardon. J'étais dans l'équipe fondatrice. Vous étiez dans l'équipe fondatrice, merci de me reprendre. Et justement, on va parler de ce livre qui sera achetable directement dans le lien de la description de cette vidéo, aux éditions du Alpha Édition. Alors j'aimerais vous poser, voilà, le terme tranchée, en même temps le front, la tranchée, on est dans le champ lexical de la guerre. Pourquoi avoir choisi un mot aussi fort que tranchée pour parler de votre expérience? Alors d'abord, s'agissant du mot Front National, le mot tranché allait tout à fait. Donc il ne faut pas oublier non plus que le but d'un auteur, c'est de faire vendre son ouvrage. Et le titre et la couverture, en général, ont une importance considérable. Et donc, j'ai mis en photo de couverture une tranchée de 14-18 et j'ai repris le mot tranchée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous étions dans un front, un parti politique qui faisait front, qui faisait face, comme le disait Le Pen, à la bande des quatre. Et nous étions dans la tranchée parce qu'on prenait des coups de partout. Et donc, quand les coups partaient, on baissait le coup, n'est-ce pas, en attendant que l'orage passe, et on sortait, baïonnette au canon, on sortait de la tranchée. Évidemment, c'est une image, mais c'était un combat politique redoutable parce qu'on n'avait que des coups à prendre, peu d'espérance d'avoir des élus, et des ennemis partout, sur notre gauche, sur notre droite et au centre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris le terme de front. C'était vraiment un vrai combat. Nous n'avions pas à l'époque d'alliés. Contrairement au Rassemblement national d'aujourd'hui, qui n'est pas, comment dirais-je, diabolisé, qui a trouvé quand même sur sa gauche ou sur sa droite, j'en sais rien, parce que je ne sais pas où se positionne M. Ciotti par rapport au RN. En tout cas, il a réussi à avoir pour la première fois officiellement des alliés politiques entre guillemets respectables. Marion Maréchal également, qui peut être considéré comme Alors, allié, Marion Maréchal vient de créer un nouveau mouvement après avoir fait scission d'avec Reconquête. Et effectivement, son mouvement Identité et Liberté, qui a fusionné, je crois, avec les conservateurs de Madame Trochu, va pouvoir être, sans aucun doute, un autre mouvement d'appoint au Rassemblement national, rassemblant sûrement ou regroupant des gens qui pensent grosso modo comme le RN, mais qui ne veulent pas s'afficher RN parce que ça sentirait encore un petit peu le soufre. Tout à fait. Mais justement, on parlait de champ lexical de la guerre, mais une réelle guerre qui a eu lieu, c'est évidemment la guerre d'Algérie. Vous le savez, 1958-1963. Justement... Alors, la guerre d'Algérie, c'est 1954. 1958, oui, 58, ça c'est sous la 4e République, et après la deuxième partie, c'est 58-62 avec la prise de pouvoir par De Gaulle. De Gaulle qui, entre parenthèses, est venu aux affaires pour défendre l'Algérie française et qui a été son bradeur extraordinaire. Justement, en tout cas, on a perdu l'Algérie, mais on a gagné de nombreux Algériens, et votre chapitre 3 se nomme « L'Algérie, pas de pardon pour cet abandon ». Donc moi j'aimerais vous poser cette question, pourquoi ne nous devons pas pardonner l'indépendance de l'Algérie en 1962 et pourquoi qualifier cette indépendance d'abandon? Alors, l'Algérie n'existe pas, n'a jamais existé en tant qu'entité politique, contrairement au Maroc ou à la Tunisie, qui étaient des protectorats. La Tunisie avait un bey à sa tête et le Maroc avait le sultan qui est commandeur des croyants. L'intelligence de Lyautey, qui était résident général à Rabat au moment du protectorat, a été de faire confiance à l'indigénat et de faire en sorte que le Maroc ait toutes les capacités de devenir un État réellement indépendant. Bon, la Tunisie, ça ne s'est pas passé tout à fait pareil et pas aussi bien. Quant à l'Algérie, ce sont les colonisateurs français qui ont dessiné ces frontières, car il n'y avait pas de prédestination à la création d'un État algérien.
il y avait, là encore, vous savez pertinemment que c'était l'Empire ottoman qui avait étendu, n'est-ce pas, sa main. euh, L'Empire ottoman qui est une véritable pieuvre. Je l'ai évoqué avec vous une autre fois au sujet d'Israël, bon, qui contrôlait tout le Moyen-Orient et qui avait aussi, qui voulait faire main basse aussi sur l'Afrique du Nord. Et on se rappelle que l'origine de la présence française, c'est, paraît-il, la gifle, le soufflet qu'aurait mis le dey d'Alger au visage du consul de France. Et en 1830, Charles X aurait décidé le débarquement des troupes françaises, notamment à Sidi Ferruch. Et puis on connaît la suite, la conquête de l'Algérie, le général Bugeaud, la descente jusqu'au Sahara, la colonisation française en même temps en Afrique noire. Donc voilà, ça s'est déroulé ça, pendant tout le 19e siècle. Et on a des gens sont partis, des gens aventureux ou aventuriers sont partis pour s'installer en Algérie, défricher dans des conditions déplorables ce pays, innover des cultures et progressivement assurer le développement des populations, de toutes les populations. Alors, dans un premier temps, il y avait des Juifs aussi qui vivaient là. Dans un premier temps, évidemment, ça a bénéficié préférentiellement à la population d'origine européenne, mais dans un deuxième temps, bien vite, les populations indigènes ont quand même profité du progrès qu'apportait la présence des Français. C'est indubitable. D'ailleurs, l'Algérie contemporaine nous reproche les pires maux, les pires crimes, mais en fait, elle vit sur la rente de la repentance. Ses dirigeants sont incapables d'avoir fait comme le Maroc, émerger ce pays sur le plan touristique, par exemple, alors qu'ils ont des trésors admirables à mettre en valeur. Il y a très peu de touristes qui vont en Algérie, alors que l'Algérie a des côtes merveilleuses, a des monuments archéologiques comme les fabuleux. Bon, et puis il y a ce Sahara qui lui a été d'ailleurs attribué sans qu'au départ il l'ait revendiqué, où il y a des oasis merveilleuses à découvrir. Bien que, donc, l'Algérie d'aujourd'hui est une création totalement française. Nous n'avons pas fait l'Algérie française, mais progressivement, petit à petit, la France algérienne est en train de se construire. C'est une question de temps, puisque nous avons près de 9 millions de musulmans en France, dont 5 millions sont algériens ou franco-algériens. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, franco ceci, franco cela, ça me hérisse le poil. Parce que dans l'Antiquité, on ne pouvait pas être de Sparte et d'Athènes, et sous la Renaissance, en Italie, on ne pouvait pas être de Rome et de Florence. Alors je ne vois pas comment on pourrait être français et ceci, franco-libanais, franco-israélien, franco-algérien, franco-marocain. Il faut choisir. Voilà, bon, ça, je ferme la parenthèse. Donc nous avons une importante communauté algérienne en France. L'Algérie d'ailleurs ne reconnaît pas à ces gens-là le droit d'avoir la nationalité française. Pour eux, c'est des nationaux. Ils leur refusent et ils le déconseillent de s'assimiler. Au mieux, ils s'intègrent, mais ils ne s'assimilent pas. Alors, on peut très bien, par exemple, je prends l'exemple des juifs ou des protestants, on peut très bien garder sa confession d'origine, mais être un parfait citoyen français complètement assimilé. Avec l'islam, c'est compliqué quand même. Mais les musulmans, ça pose un vrai problème. Parce que là, nous avons la laïcité. Eux, ils ont la laïcité. Il y a une confusion, et j'avoue que, que les juristes ne suffiront pas à résoudre le problème et qu'il faudra des négociations ou alors l'emploi de la force à terme. Après, les États européens qui ne sont pas laïcs, je pense notamment l'Angleterre, la Scandinavie, etc., ont quand même des problèmes avec les communautés. Bien entendu. Alors c'est le multiculturalisme, c'est l'américanisation, c'est en fait quand vous allez en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, il y a, vous avez l'Amérique blanche, vous avez l'Amérique noire, vous avez l'Amérique hispanique. Alors évidemment, tout ce petit monde se côtoie parce que la population est ventilée. Mais en réalité, une fois franchi la porte de la maison, on revient sur ses fondamentaux. C'est exactement ça en France. Et maintenant, le drame de la France, c'est que ces gens-là voudraient imposer leur mode de vie, leur façon de concevoir l'existence et la société. C'est totalement inacceptable.
Alors pour revenir au Front National et à l'Algérie, il y a beaucoup d'anciens de l'Algérie française qui ont participé à la création de ce parti. Pourquoi j'ai adhéré au Front National en 1982 ? Parce que c'était le seul parti politique qui réclamait haut et fort le rétablissement de la peine capitale et qui luttait haut et fort, qui agitait déjà, n'est-ce pas, les menaces potentielles que pouvait représenter une immigration totalement incontrôlée. Pourquoi la... Parti de la France, d'ailleurs. Pardon ? Aujourd'hui, il n'y a plus que le Parti de la France qui soutient la peine de mort. Alors, oui. Alors, pourquoi la peine de mort ? Ça peut paraître barbare. Bon, d'abord, tout de suite, j'écarte les méthodes barbares d'exécution d'un individu, à savoir la guillotine, le gaz et la chaise électrique. L'injection létale me paraît la solution la plus adéquate. La guillotine fait partie du programme du Parti de la France, justement parce que c'est la mort la plus douce en termes de et pourquoi la peine de mort ? Moi, j'y vois plusieurs avantages. D'abord, il faut l'appliquer pour des crimes ayant un caractère horrible. Oui. Par exemple, l'individu qui a violé peut-être et assassiné Philippine et qui est actuellement, où nous enregistrons cette émission, encore en Suisse, attendant son extradition, à laquelle il a fait opposition, mais je pense que vu les bonnes relations franco-suisses, on s'assoira dessus, eh bien cet individu mériterait bien entendu la peine de mort. Oui. Pourquoi ? Ça serait une sanction. Ça serait exemplaire. On dirait au potentiel criminel, vous voyez ce qui va vous arriver. Ensuite, écoutez, je vais vous le dire brutalement, on fera une économie. On fera une économie parce que cet individu qui va probablement être condamné à la prison à perpétuité, s'il l'a fait, va coûter cher aux contribuables. Il faut financer des prisons, des cellules. Il faut financer l'alimentation de ces gens-là. Il faut financer les gardiens qui les gardent. Donc moi, je ne vois que des avantages à éliminer physiquement des gens qui sont malfaisants pour la société. Et quatrième argument, il ne pourrait pas récidiver. Comment ? Il ne pourrait pas récidiver. Quatrième argument, j'allais y venir et vous avez eu raison de me le souffler, c'est la récidive. Une fois que le type est mort, la bouche dans la terre, il n'y a plus de récidive. Voilà. Mais hélas, n'est-ce pas, cette société humaniste préfère les droits du criminel aux droits du citoyen. Et vous avez des magistrats professionnels qui n'appliquent pas et qui n'appliqueraient pas cette disposition si jamais elle était rétablie. Or, moi je veux bien, j'entends bien les arguments d'un Badinter, mais est-ce que M. Badinter avait souffert dans sa chair ? Est-ce que M. Badinter avait connu la souffrance des parents de Lola ? Ou des parents de Thomas, ou des parents de Philippine. Il y a aussi des vieillards qui sont exécutés, torturés pour leur escroquer leurs économies dans des conditions épouvantables. Donc je ne vois que des avantages. Et je n'y voyais que des avantages, et c'était le seul parti politique qui répondait à ce souci. Quant à l'immigration, alors là, formidable. Jean-Marie Le Pen était une vigie, il criait Urbi et Orbi dans le désert, il annonçait les 7 plaies d'Égypte qui allaient nous arriver, 40 ans plus tard, elles sont là. On voit, cet homme-là, si vous voulez, a été, je le dis, je le redis, une vigie, un porte-voix, un lanceur d'alerte, il a tracé le sillon, ma génération a semé et arrosé, et maintenant le Rassemblement national récolte. J'aimerais venir un peu plus sur votre expérience empirique de la politique, parce que je crois savoir que vous avez été élu conseiller municipal et même premier maire adjoint pendant 19 ans de la commune de Jaulnes. J'espère que je le prononce bien. Oui, c'est un petit patelin de Seine-et-Marne frôlant les 400 habitants. Oh, quand même, ça reste premier adjoint au maire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience politique ? Ça vous a forgé ? Ça vous a... Alors d'abord, l'expérience politique réelle, c'est conseiller municipal dans une ville qui s'appelait Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne, où où le Front National que je représentais faisait 25%, le Rassemblement National n'en fait plus que 17%. Pourquoi ? Parce que les gens ont voté avec leurs pieds. À chaque fois que vous avez des Français moyens qui peuvent échapper à l'enfer des cités, ils votent avec leurs pieds, ils s'en vont. À l'époque, lorsque nous nous sommes installés, ma famille et moi, dans cette ville de banlieue, la population était encore majoritairement d'origine européenne, c'était des pieds noirs, des Israélites,
des petits ouvriers, des petits employés, bref, une petite classe moyenne, une toute petite bourgeoisie. Il y avait tous les équipements. On ne peut pas dire les enfants avaient une piscine, les enfants avaient des loisirs organisés, il y avait des cours de danse, peinture, etc. Bien. Et puis petit à petit, ça s'est considérablement dégradé. Ça s'est dégradé à cause de quoi? Bah, parce que la population, progressivement, a changé. La police qui était respectée, elle a été attaquée. Un jour, on a lancé depuis un toit d'un immeuble un bloc de béton sur un quart de police. Bon, bref, j'en passais des meilleurs. Et donc, pendant 12 ans, j'ai été conseiller municipal d'opposition Front National, puis à la fin MNR, dans cette localité. Et j'ai essayé de mener un combat, évidemment, qui a été perdu, mais j'ai essayé de mener ce combat sur le logement, c'est-à-dire de faire en sorte que les logements soient attribués prioritairement pour les Français. Je le dis, ça a été un combat acharné. J'ai voulu faire l'inventaire de la question migratoire dans la ville. J'avais obtenu la création d'une commission d'études sur la migration dans la ville. Et vous savez, le maire a appliqué, c'était un maire centriste, a appliqué ce que disait Clémenceau: quand vous voulez enterrer un problème, vous créez une commission. Donc, bien que j'ai eu gain de cause par une majorité au sein du conseil municipal pour créer cette commission, elle n'a accouché de rien du tout. Bon, donc échec. Échec aussi pour l'attribution prioritairement au logement des Français, le maire adjoint chargé du logement ayant refusé absolument de privilégier Dupont-Durand. Bon, échec également. Donc je passe sur la vie militante, c'est-à-dire la vie militante, eh bien, tous ceux qui font de la politique le savent. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet et nous n'avions pas accès à la radio et la télévision comme le RN aujourd'hui, qui est un invité privilégié. À l'époque, c'était donc le tract, les marchés et les collages. Donc j'ai vécu des collages homériques, et j'ai vécu aussi des tractages homériques. Et je dis que heureusement qu'à l'époque, le portable n'existait pas, car lorsque nous commencions à tracter dans le bout d'une cité, et qu'à l'autre bout de la cité, les jeunes, entre guillemets, voyaient ce que nous faisions, le temps qu'ils arrivent, on était déjà partis. Au jour d'aujourd'hui, je ne vous dis pas, ils seraient déjà descendus par les cages d'escalier. Cages d'escalier qui, entre parenthèses, étaient totalement, pardonnez-moi l'expression, salopés, les ascenseurs plus ou moins bousillés avec des graffitis sur les boîtes à lettres, des plafonds d'où pendaient, n'est-ce pas, les isolants. Voilà, c'est le charme des cités de banlieue. Ceux qui n'ont pas connu ça, les bobos qui vivent dans les beaux quartiers et qui ne connaissent l'immigration que par leurs domestiques, feraient bien de prendre pendant 3 mois un HLM dans une cité de banlieue. Je pense que ça leur ferait changer d'avis, ça leur modifierait leur vote. Voilà pourquoi j'ai adhéré au Front National. Très bien. Oui, c'est la réalité tout simplement. Comment je pourrais dire, l'obligation de faire avec la réalité pour avoir une motivation politique cohérente et rationnelle. Justement, vous faites partie de l'équipe fondatrice du National Hebdo, vous en parlez justement dans le livre. Qu'est-ce que c'est le National Hebdo? Vous pouvez nous en parler de cet hebdomadaire? Alors, j'ai fait partie de cette équipe fondatrice. Les initiateurs étaient Michel Collineau et Roland Gaucher. Il y avait avec moi Jean-François Jal, qui est devenu député européen et qui l'est toujours d'ailleurs au RN. Et un ami à moi qui partage le goût de la bande dessinée, Jean-François Touzé, qui a été conseiller régional du FN et qui a été membre aussi du Parti de la France. Bon, et puis il y a eu aussi mon éditeur, Philippe Randa, que j'ai connu à cette occasion, Philippe Colombani, qui collaborait en offrant ses dessins. Bref, il y avait toute une équipe de base bien sympathique. Et pour moi, à 39 ans, c'était j'ai toujours eu le goût de la plume, hein, bien sûr. J'ai toujours écrit ici ou là des petits articles, mais bon, j'arrivais pas à percer, entre guillemets. Et là, ça a été mon premier job de vrai journaliste. Alors, je faisais les pages La Vie du Front, je faisais les pages internationales, hein, Gaucher m'avait fait confiance. Et puis, je rédigeais aussi les pages concernant la vie des fédérations, où j'étais en contact avec tous les responsables locaux du Front National qui s'implantaient petit à petit. À l'époque, il faut dire qu'il y avait quand même l'émergence d'un homme qui s'appelait Jean-Pierre Stirbois, qui donnait un certain dynamisme au parti.
Parce que Jean-Marie Le Pen, il faut bien le dire, aussi brillant orateur qu'il ait été, on s'est aperçu, d'où mon exil tardif au MNR, on s'est aperçu qu'en réalité, il ne voulait pas du pouvoir. Il ne voulait pas du pouvoir. D'ailleurs, quand il a été, par surprise, mis en piste pour être candidat au deuxième tour, vous vous rappelez sans doute de ça, ça a fait un bruit puisque Jospin a été écarté. Eh bien, on voyait dans les yeux de l'état-major de Jean-Marie et dans les yeux de Jean-Marie lui-même une certaine surprise, un certain étonnement et peut-être même une pointe d'angoisse parce que effectivement, il allait affronter Chirac qui était le dominant de l'époque. Et donc, Jean-Marie, d'abord, le Front National, il a considéré ce mouvement comme sa principauté. Il était un chef incontesté et incontestable au départ. Mais il sentait, par exemple, que Jean-Pierre Stirbois prenait de plus en plus d'ampleur. Alors, curieusement, moi je l'ai vu comme ça, on lui a mis dans les pattes Bruno Maigret, qui était un énarque brillantissime. Bruno Maigret est venu accompagné de Jean-Yves Le Gallou, autre énarque de qualité, qui a été mon patron à la région Île-de-France et qui continue à faire de la politique avec notamment son institut Polémia d'excellente qualité. Donc, le malheur a voulu que Jean-Pierre décède dans un accident dont, personnellement, j'émets un certain nombre de doutes sur les conclusions de l'enquête. Mais bon, la vie est faite de tragédies et Jean-Pierre est parti. Restaient Maigret et Le Gallou et beaucoup d'autres qui étaient arrivés venant des comités d'action républicaine de Maigret dans ses fourgons. Et ils ont constitué une importante délégation générale qui donnait un coup de jeune au parti, incontestablement. Il y avait eu la rivalité FN-PFN, Parti des Forces Nouvelles, dans les années 70. Le Parti des Forces Nouvelles donnait un coup de jeune aussi au look politique, avec sa revue, Initiative Nationale, son logo, sa présentation, son programme, etc. Le Front National avait un petit côté ringard, si vous voulez. Et donc, Maigret et les siens ont donné un coup de jeune au parti, indubitablement, et il y a eu l'émergence. Alors, à Stirbois, il faut lui rendre un hommage. Il y a eu le coup de Dreux, le tonnerre de Dreux. Ça a été effectivement le départ. 83, tonnerre de Dreux, maire adjoint chargé de la sécurité, M. Stirbois à Dreux. Et ça, évidemment, à l'époque, on en a énormément parlé. Et puis après, il y a eu l'envolée au Parlement européen, 84, premier groupe avec 10 parlementaires, même si ça a été chaotique. Et puis après, oui, Maigret qui devient maire de Vitrolles, etc. Donc il y a une émergence considérable du Front National. Et Jean-Marie Le Pen est un homme talentueux, plein d'humour, plein d'esprit, poussant la chansonnette, aussi habile avec un ecclésiastique, je dirais qu'avec une prostituée. Enfin, c'est un personnage extraordinaire qui s'adapte à tous les publics et qui serait capable de faire, qui était capable de faire pleurer d'émotion un bloc de béton. Et donc, on le suivait quasiment aveuglément. Et puis, il y a eu des doutes quand même, avec ces petits mots, ces petites phrases qui n'apportaient rien. Des plaisanteries de garçons de bain, du rafour crématoire. Quel intérêt de faire une blague pareille? Ça n'a aucun intérêt. Ça, si vous voulez, ça décrédibilise même le mouvement politique. Et donc, petit à petit, est né dans l'esprit d'un certain nombre de militants un doute. Et ce doute, si vous voulez, a explosé lors d'un conseil national en 1998, où j'ai eu la surprise de constater, n'étant pas du complot, que pour la première fois, un chef incontesté a été mis, j'allais dire, en ballottage. Moi, j'ai fait une allusion au coup du Grand Conseil fasciste. Mais bon, il n'y a pas de rapport historique, mais où Mussolini arrive à Rome et il est mis en minorité par ses barons, par ses féodaux qui le mettent en minorité. Bien. Et bien là, pour la première fois, j'ai vu des gens qui avant étaient au garde-à-vous devant le président, le contester ouvertement, urbi et orbi. Et là, ça a été évidemment le point de départ de la scission qui s'est terminée d'une façon malheureuse pour le MNR, qui apportait des solutions qui
donnait au Front National un programme, si vous voulez, un look jeune et un nouveau programme, un programme responsable. Et d'ailleurs, l'establishment craignait beaucoup plus un Maigret et ses gens, et nous, que le Front National traditionnel. Ouais. Bon, les événements ont voulu que le MNR progressivement disparaisse. Moi, je me souviens d'une expérience en Seine-et-Marne où j'étais candidat aux élections et j'avais un tract du MNR dans les mains. Et un riverain, c'était au bord de la Seine, un riverain de la circonscription où j'étais sort de sa maison. Je lui tends un document. Ah, le Front National, c'est vous! Oui, bon, vous voyez, donc, bon, voilà, le discours était tellement voisin que le type n'avait même pas vu que le logo avait changé. Bon, et donc ça a été une confusion, une grande confusion, en tout cas à mon niveau local, et le MNR est mort de sa belle mort, et il y a eu une deuxième scission quand Marine Le Pen a été élue présidente contre Bruno Maigret, qui lui aurait peut-être été capable de concilier les modernes et les anciens. On l'a vu récemment quand il y a eu les dernières élections, où il y a eu cette tentative de rapprochement entre Zemmour et Le Pen, mais où des mots malheureux ont été échangés. Bruno Maigret a essayé en coulisses de raccrocher les ficelles, de rapprocher les morceaux. Ça n'a pas marché. Bien, eh bien à l'époque, si vous voulez, le Parti de la France s'est créé à l'initiative de Karl Lang et d'anciens. Excusez du peu, des gens comme Roger Hollande. Attention, Roger Hollande, c'était quelqu'un. Martine Le Hideux, Jean-Pierre Revaux, trésorier du Front National. Bon, aux côtés de Le Pen depuis des années. Des comités tixiers. Ça remonte à 65, 1965. L'année où j'ai été pour la première fois électeur. Alors, vous voyez, c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier. Donc, ces gens-là ont quitté le Front National, qui allait devenir le Rassemblement National, avec Mme Le Pen, laquelle Mme Le Pen n'a pas hésité à commettre un parricide politique. Voilà. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de gens, d'adhérents, de cadres du Front National qui ont été désappointés et qui ont quitté le mouvement et qui sont venus rejoindre le PDF. Moi, j'étais orphelin en politique, j'étais maire adjoint, je vous l'ai dit, sans étiquette dans mon village, et le MNR n'existait plus, et je vois Karl Lang qui crée ce mouvement. En 2015, nous déjeunons ensemble, je le rejoins, il me fait élire au BP quelques mois plus tard, et voilà l'histoire. Alors, évidemment, le Parti de la France est un petit mouvement, ne nous voilons pas la face, est un petit mouvement, il a le mérite d'exister, c'est déjà pas mal. Est-ce que nous devons être l'un des petits bateaux de la grande flotte où il y a le cuirassé magistral RN, avec ses petits torpilleurs Ciotti, son petit torpilleur Marion? Je ne sais pas, c'est aux instances de diriger, je pense qu'ils ne veulent pas de nous. Et à la limite, vaut mieux rester un original qu'une mauvaise copie. C'est comme disait Jean-Marie Le Pen en parlant de Chirac. Vous parlez beaucoup dans votre livre de l'Irak, de la République sud-africaine, Oui. De la Croatie également. N'est-ce pas un peu paradoxal pour un livre qui retrace le parcours que vous avez fait au sein d'un parti nationaliste français de parler autant de l'étranger? Bah écoutez, j'ai fait partie... Il y avait une commission de politique étrangère qui était dirigée par Dominique Chaboch, paix à son âme, qui était un député européen et qui m'avait fait l'honneur et l'amitié de me convier à faire partie de cette commission. Et donc j'ai pondu pas mal de textes et j'ai eu la chance de me rendre en Croatie, notamment en compagnie de Bernard Antoni, au cours d'un voyage à caractère humanitaire, pendant le conflit avec les Serbes. Et donc c'est la première fois que j'allais sur un terrain de guerre où je risquais pas grand-chose, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y avait les casques bleus qui étaient dans le coin. Les seules choses que j'ai vues, effectivement, sont des traces de la guerre, des ruines, des murs criblés, et puis surtout des veuves et des jeunes enfants qui avaient perdu leur papa. Et ça, c'était très, très émouvant. Donc là, je touchais du doigt ce que la guerre produisait. Elle produisait le malheur. Ouais. Voilà. Donc, alors on était... Bon, Bernard Antoni animait et anime toujours, je crois, une association intitulée Chrétienté Solidarité, et nous apportions des jouets, des cadeaux aux enfants d'une ville qui s'appelait Slavonski Brod, qui était juste sur la ligne de feu en face des Serbes. On pouvait d'ailleurs les voir à la jumelle.
Et j'ai vu des villages en traversant, si vous voulez, depuis la Slovénie jusqu'à cette ville, en passant par Zagreb, toute une zone de villages détruits, brûlés, où patrouillaient des casques bleus. Voilà. Bon, et puis cette ville de Slavonski Brod, j'y arrive, qui était, elle, intacte, une ville de 50 000 habitants. Donc nous avons été bien reçus et accueillis, etc. Et donc c'est là, si vous voulez, et ça c'était le Front National qui était derrière un petit peu tout ça. Et puis il y a eu aussi l'Afrique du Sud. Il y a eu une délégation qui est partie en Afrique du Sud avec Jean-Pierre Stirbois, Bruno Gollnisch et je crois Jean-Pierre Chénardi, qui était parlementaire et qui a été magnifiquement reçu, elle. Et puis moi, j'ai bénéficié aussi d'un petit voyage là-bas, mais à mes frais. Mais j'ai emmené ma famille, parce qu'après tout, là-bas, il y a le parc Kruger avec ses éléphants et ses lions, ça vaut le coup, croyez-moi. Et j'ai donc loué une voiture, et ils étaient prêts à m'en offrir une, mais comme j'en avais loué une avant, donc j'ai gardé cette voiture. Qui est tombé en panne d'ailleurs. Mais donc, nous avons été reçus, ma femme, mes enfants et moi, par les autorités noires de la ville de Mamelodi. Nous avons été reçus par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Nous avons eu un guide qui a été mis à notre disposition, qui était un Sud-Africain belge d'origine. Enfin bref, j'ai eu un petit plus par rapport aux touristes de base, voyez-vous. Et donc, je représentais modestement le Front National, qui était l'un des rares partis, il faut bien le dire, à ne pas avoir un mauvais regard pour l'Afrique du Sud, dite de la méchante Afrique du Sud, dite de l'apartheid. Or, effectivement, quand nous y sommes allés en 1987, ce pays vivait encore sous le régime de l'apartheid. L'apartheid mesquin avait disparu, il ne faut pas raconter d'histoire. C'est vrai que les Noirs ne votaient pas, ils votaient dans leur homeland, ils votaient dans leur ville, mais ils n'avaient pas le droit de vote au plan national et ils n'avaient pas de députés, les représentants au Parlement de Pretoria. Mais, par l'intermédiaire de ce qu'on appelait, entre guillemets, des Bantoustans, Transkei, Ciskei, Vanda, Bofutatswana, j'en passe et des meilleurs, ils avaient leur propre Parlement et leur propre gouvernement. Si on avait laissé les choses évoluer, c'était très lent, c'est vrai, on serait arrivé à une partition de fait. Les événements ne l'ont pas voulu. Frédéric de Klerk a succédé au président Botha et on a eu un capitulaire en race campagne qui a tout lâché. Or, aujourd'hui, les Blancs d'Afrique du Sud ne représentent plus que 8% de la population. Ils sont ultra minoritaires partout, sauf dans la province du Cap, Cape Town, où ils représentent 25% de la population et où ils ont des alliés en la personne des Métis, le peuple métis qui existe en tant que tel, puisque les tout premiers colons boers au XVIIe et XVIIIe siècle se sont croisés un peu avec les Khoisan, les populations primitives, parce que les Noirs n'étaient pas encore descendus jusque-là. Ouais. Donc voilà, la province du Cap est la province la plus, comestible pour des Européens. J'en arrête avec l'Afrique du Sud, donc j'avais plaidé le dossier de l'Afrique du Sud, avec Bernard Lugan d'ailleurs, mais bon, c'est un échec, il faut bien le dire, puisqu'après, il y a eu l'élargissement de Mandela. Mandela qui était loin d'être un Ben Bella, si je peux faire une comparaison avec l'Algérie, parce que Mandela était un homme, malgré les plus de 20 années qu'il a passé en prison, ça a été un homme de réconciliation, un homme de paix qui ne lâchait pas ses chiens chargés de haine contre les Blancs. Et ça, il faut lui rendre cet hommage. Les autres, c'est pas la même chose. Donc, exit l'Afrique du Sud blanche, c'est terminé. Alors, vous m'avez parlé de la Croatie, je vous ai parlé de l'Afrique du Sud. Oui. Reste l'Irak. L'Irak. Alors, moi, j'ai raté d'aller en Irak parce que j'ai eu un problème cardiaque à l'époque. Mais je devais y aller. Je devais y aller dans le fourgon de M. Dubois et de Mme Le Pen, qui avaient créé un mouvement SOS Enfants d'Irak. Et donc, dans la commission de politique étrangère, on était amené à examiner un peu quelles étaient les relations du monde occidental avec l'Irak. Et je crois que le monde occidental, et les Américains en particulier, se sont trompés avec Saddam Hussein, comme d'autres se sont trompés avec Bachar el-Assad, aussi pourris, j'utilise le mot, aussi pourris qu'ait été leur régime. Aussi dégueulasse qu'ait été leur méthode, je paraphraserai le président Reagan,
à qui on parlait de certains dictateurs d'Amérique du Sud, il disait « Oui, ce sont des salauds, mais ce sont nos salauds. » Eh bien, Saddam Hussein, comme Kadhafi, comme Bachar el-Assad, objectivement, pouvaient rendre service à l'Occident. Alors c'est vrai, leur population n'était pas spécialement heureuse, mais au moins, elle ne connaissait pas la guerre, elle ne connaissait pas la famine. Les chrétiens pouvaient vivre tranquillement en Syrie comme en Irak. Ce qui a été loin d'être le cas avec les islamistes, qui ont été soutenus quand même odieusement par les Occidentaux par en dessous. Quant à Kadhafi, on lui a réglé son compte, mais Kadhafi, qui a été une ordure, car c'est lui qui était derrière la destruction de l'avion de l'UTA, qui nous a fait presque 200 morts dans le désert, hein, par l'explosion d'une bombe posée par ses sbires, ben cet homme-là s'était racheté en nous rendant un énorme service, en bloquant les migrants qui montaient du fin fond de l'Afrique noire vers le nord. Et on voit ce qu'il en est. Tous les jours, des marées noires qui viennent tenter leur chance en Europe, et on voit ces pauvres Européens de Bruxelles s'arracher les cheveux, chercher des méthodes à la fois concilier humanité et dureté, et en fin de compte, ils ne trouvent pas la solution. La vraie solution, c'est, et là on avait esquissé ça à la Commission de politique étrangère, c'est d'aider les peuples du tiers-monde à rester chez eux, de les aider matériellement, non pas en donnant de l'argent à leurs dictateurs, comme c'est hélas bien souvent le cas, mais en finançant des entreprises concrètes. Il y a Borloo qui a eu une idée géniale, c'était « électrifions l'Afrique ». C'est tombé dans l'eau. L'eau dans les villages. L'Afrique doit avoir l'électricité dans ses villages. Évidemment, ils se cotisent pour envoyer le plus malin de leur village en Europe. Moi, je ne sais pas à quel point c'est vrai et crédible, mais j'avais lu que, étant donné que les tribus africaines se font la guerre, que dès qu'un puits était installé, une des deux tribus s'amusait à empoisonner le puits pour tuer Dans quel pays l'autre. J'avais vu ça, je crois que c'était, je sais plus si c'était Botswana ou Zimbabwe, donc c'était juste au nord de l'Afrique du Sud, j'avais vu. Au Zimbabwe, ouais. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que le Zimbabwe, depuis qu'il n'est plus la Rhodésie, c'est quand même quelque chose d'effrayant. Il faut que les gens le sachent. Parce qu'au lieu de battre ça coule, mais à coule pas, je suis un méchant colonisateur, un descendant d'esclavagistes, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ces gens-là? Non, l'Européen doit être fier de ce qu'il a fait. L'Algérie, au lieu de nous vouer aux gémonies, devrait prendre en compte ce qu'on a fait en Algérie. Quand vous allez à Alger, nous y sommes allés il y a très longtemps, en 1972, j'avais l'impression d'être à Marseille. L'architecture. La rue d'Idouche Mourad, qui s'appelait rue Michelet, c'était des immeubles de Marseille. Bon, et la population était quasiment la même d'ailleurs. Bon, vous voyez, alors on avait un guide qui nous disait « Ah, ça n'existait pas au temps des Français. Ça n'existait pas au temps des Français. Ça, les Français ne l'ont pas construit, etc. » Évidemment, il cherchait à mettre en avant son pays, mais franchement, la France, elle a créé l'Algérie de toutes pièces, elle a sorti le pétrole, elle a sorti le gaz. Elle a mis des routes, elle a mis du pognon, elle y a mis du sang, elle y a mis de la sueur. Et on a eu un coup de pied au derrière comme remerciement. Eh bien, en Rhodésie, les Blancs de Rhodésie, au départ, effectivement, c'était le colonna ultra minoritaire, 200 000 Blancs. Les Noirs n'avaient aucun droit, sauf dans les zones coutumières, il faut le savoir, c'est 50% du pays quand même. Eh bien, Ian Smith a tenté, j'ai écrit une biographie sur Ian Smith, ancien pilote de guerre de la Royal Air Force, entre parenthèses, qu'on a traité de nazi. Ça me fait bien rire. Eh bien, cet homme-là, Ian Smith, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, en tant que chef de la minorité blanche, gouverner la totalité de la Rhodésie. On s'éloigne un peu du Front National, mais c'était la Commission de politique étrangère qui planchait là-dessus. Eh bien, cette Rhodésie, il voulait la transformer. Il a signé un accord avec des partis noirs modérés partageant le gouvernement. Et le Premier ministre n'était plus M. Ian Smith blanc, mais c'était un noir. Eh bien, il s'est trouvé que Mme Thatcher et le président américain de l'époque, j'ai oublié le nom, se sont mis d'accord pour torpiller cette entente et faire en sorte qu'un certain Mugabe, qui représentait les partis marxistes et chef de la guérilla marxiste soutenue par les Chinois, l'un était soutenu par les Chinois et l'autre était soutenu par les Soviétiques, ils se sont mis d'accord, les Occidentaux,
pour installer M. Mugabe au terme d'élections bidons au pouvoir à la place de la coalition modérée européenne africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce pays qui était exportateur de viande, exportateur de tabac, est devenu un client, n'est-ce pas, de l'institution des Nations Unies qui s'occupe de la famine, et est devenu un client de justement l'aide internationale pour assurer l'alimentation de sa population. Voilà. Donc, si vous voulez, les pays africains qui ont rompu brutalement avec l'ancien colonisateur ont connu dans l'ensemble un recul, à part quelques rares exceptions, comme le Botswana ex-britannique. Bon, il y a eu quand même des dirigeants intelligents ici ou là. Mais tous les pays africains qui ont été conquis par les marxistes, ça s'est mal terminé. C'est vrai. Et ça, la commission de politique étrangère du Front National, elle planchait sur tous ces sujets-là. Et moi, j'avoue franchement que ça me plaisait beaucoup. J'aurais aimé vous poser cette question pour revenir au Rassemblement National. Est-ce que vous voyez en Jordan Bardella, est-ce que vous reconnaissez le parti de Jean-Marie Le Pen depuis effectivement ce qu'on sait, c'est-à-dire Marine Le Pen, Jordan Bardella, bref, le parti 2.0 quoi. Oh, il y a encore quelques fondamentaux qui font surface. L'immigration, l'insécurité. Mais sur le plan économique et social, ça a basculé complètement. Notamment, je prends les retraites. Voilà un parti qui revendique la retraite à 60 ans. Là, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est peut-être pour essayer de piquer un électorat de gauche. C'est pas impossible. Mais le parti de Jean-Marie Le Pen était plutôt d'orientation libérale, on va dire, défendant la petite entreprise. Je pense que sur le plan sociétal aussi, jamais le Front National n'aurait voté la constitutionnalisation de la loi sur l'avortement. Non pas que la loi sur l'avortement, la loi Veil, eût été remise en question, mais la constitutionnaliser, c'est un symbole trop fort que le FN n'aurait pas voté. Je pense à des problèmes sociétaux. On voit bien que le Rassemblement national n'est plus sur la même ligne que le FN. Le domaine économique et le domaine sociétal. Sur le plan régalien, il y a très peu de changements. C'est vrai. Mais bon, les principales raisons de pourquoi les gens aimaient Jean-Marie Le Pen, malheureusement, il y a eu beaucoup de changements. Jean-Marie Le Pen, si vous voulez, maintenant, bon, et il faut lui rendre un service et lui foutre la paix. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut aussi lui rendre hommage par rapport à ce qu'il Bien entendu, il faut rendre hommage à Le Pen parce que Le Pen, je le redis, je le reviens, a été le porte-étendard, a été le porte-voix, a annoncé ce qui allait se passer. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit, maintenant les autorités reconnaissent qu'il y a un lien indubitable entre insécurité et immigration. Ouais. C'est une chose qui tombait sous le coup de la loi avant. Ouais. C'est une évidence. Ouais. Quand on voit la proportion d'étrangers dans nos prisons. Par rapport au pourcentage qu'ils représentent dans la population. Oui, tout à fait. Et je ne parle pas des fameux binationaux que nous avons évoqués tout à l'heure. Donc, Le Pen disait la vérité. Et comme dit souvent ma femme, celui qui dit la vérité, il doit être condamné. Voilà. Jean-Marie, même avec un seul œil, il était visionnaire. Il avait le bon œil. Voilà, on peut le dire, je crois. Et justement, chapitre 37... oh là, vous êtes précis là. On voit que vous l'avez lu là, alors là. Quand même. Le chapitre 37 s'appelle l'adhésion au parti de la France. Donc peut-être que c'est là aussi où on retrouve cet esprit, que ce soit dans la forme ou dans le fond, de Jean-Marie Le Pen. Mais je vous pose cette question. Pourquoi avoir choisi le parti de la France d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous suivent et qui hésitent encore à prendre leur carte chez nous? Il y en a beaucoup. Oui, alors bon, j'ai fait part tout à l'heure des raisons pour lesquelles j'ai adhéré au parti de la France. Je reviens dessus vite fait. Le Front National, scission avec Maigret, parce que le Front National ne voulait pas prendre le pouvoir. Le parti de Jean-Marie Le Pen ne voulait pas prendre le pouvoir, alors que l'équipe de Maigret était déterminée à prendre le pouvoir et avait conçu un programme assez réaliste, assez pragmatique. Bon, ça a foiré, pardonnez-moi l'expression, venu le Rassemblement National de Madame Le Pen. Si, je viens de le dire, sur les fondamentaux, sécurité, immigration,
on n'a pas beaucoup bougé. Pour le reste, économie et société, c'est plus du Front National. Ça a la couleur du Front National, le goût du Front National, mais ça n'est pas du Front National. Donc, exit le MNR, et le PDF est créé par Karl Lang et un certain nombre d'anciens que j'ai retrouvés, puisque c'était mes élus. Madame Le Hideux était l'une de mes conseillères régionales, Monsieur Roger Olindre aussi. Monsieur Revaux aussi était l'un de mes conseillers régionaux d'Île-de-France. Je les ai retrouvés, nous étions complices, on s'entendait bien. Donc ce furent des belles et bonnes retrouvailles. Alors je m'entendais très bien avec Karl, qui n'était pas sectaire du tout, car quand j'ai quitté le Front National pour lui dire je m'en vais, je vais au MNR de Maigret, on s'est quittés bons amis. C'est comme ça que ça aurait dû se passer, mais il y a eu des déchirements beaucoup plus sévères, je peux vous le dire. Des gens qui ne se parlaient plus et qui se seraient mis, n'est-ce pas, qui se seraient balancés des gifles. Hein. Bon, c'était la guerre civile. La guerre civile, c'est la pire des guerres. Bon. Et donc, j'ai retrouvé des copains au PDF, et puis j'ai rencontré des jeunes, comme vous, d'autres, hein, puis Thomas a pris la suite, voilà. Alors, par moment, moi, je trouve que le PDF est peut-être un petit peu trop radical dans son expression. C'est sans doute parce que je suis un vieux, je ne suis pas un perdreau de l'année, mais j'y trouve mon compte, parce que, en gros, ce sont mes idées bien représentées sur tous les sujets. Et il m'a fait confiance, Thomas, sur la politique internationale notamment. Il me consulte souvent, il me laisse m'exprimer, et je lui en suis reconnaissant. Et effectivement, on en revient à la prise de position initiale, par exemple, sur la crise du Moyen-Orient, où nous avons une position prudente qui ne préjuge rien de l'avenir, et ça me paraît très sage comme ça. Très bien. Et justement, moi, j'ai pas connu le Parti de la France de Karl Lang. Vous direz qu'il y a eu une différence entre le Parti de la France d'il y a 10 ans et celui d'aujourd'hui? Même 15 ans, d'ailleurs. Oui, un petit peu, oui, quand même, un petit peu, parce qu'on sent un rajeunissement, on sent des méthodes modernes, peut-être plus modernes d'expression, peut-être une radicalité supérieure. Voilà, bon... Okay. Je me suis exprimé d'ailleurs sur un sujet, je ne veux pas revenir dessus, mais bon, vous voyez, c'est peut-être le privilège de l'âge de dire, ah, bon... freiner un peu les enthousiasmes qui pourraient être irréfléchis compte tenu du contexte juridique et judiciaire dans lequel on évolue. Il ne faut jamais oublier ça. Moi, je suis un traumatisé de ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai été poursuivi par la justice pour incitation à discrimination raciale. Donc, si vous voulez, j'ai eu droit à des juges d'instruction. Si d'autres ont eu droit à la garde à vue, ce qui n'est pas agréable, passer entre les mains de juges d'instruction, et de juge d'instruction, d'ailleurs, pour prouver que vous êtes un raciste, on vous met un juge d'instruction de couleur, exprès pour vous provoquer. Ils en ont été pour leur argent. Mais, non, mais vous savez, là, ils sont subtils. Il ne faut pas croire qu'on a affaire à un ennemi redoutable, protéiforme. Ouais. Donc, pourquoi les gens adhéreraient au PDF? Ils adhéreraient au PDF parce qu'ils sont un peu déçus de la mollesse du Rassemblement national sur certains thèmes, sur des renoncement, je ne dis pas reniement, c'est pas vrai, mais sur des renoncements, voilà, parce que les fondamentaux sont toujours là. Quand je vois les députés du RN les plus brillants, parce que bon là, pardon, Jean-Philippe Tanguy, il y en a pas mal, hein, quand même. Jean-Philippe Tanguy. Pardon, Jean-Philippe Tanguy. Oui, Tanguy sur les finances, il est pas mal. Jacobelli est très bon. Il y en a un certain nombre. Odoul aussi. Ils sont une dizaine. La Valette est bien. Il y a une dizaine de parlementaires européens, européens, oui, et nationaux qui sont de très bon niveau et qui tiennent bien la table lorsqu'ils sont sur les plateaux de télé. Bon, sur les 140, 130 élus, je ne sais plus combien qu'ils ont, il est évident que y en a qui ont été élus tout à fait par hasard, qui ne doivent pas être capables de rédiger un communiqué de presse. Mais bon, ça fait rien. On leur dit tu votes ci, tu votes ça, ils le font, ils s'exécutent. C'est comme ça dans tous les partis politiques. Oui, bien sûr. Hein, bon, faut pas rêver. Hein. Bon, vous avez la crème, puis bon, vous avez le reste. Bon, là, sur les fondamentaux, islam modéré, immigration et sécurité, là, le Rassemblement national, allez, on va être indulgent, on va dire qu'il tient la route. Sur les questions sociétales et les questions économiques, non, là, c'est le reniement. Ouais. C'est le renoncement. Ouais.
Moi, je suis pas aussi conciliant que vous, mais je comprends, ouais, tout à fait. Voilà, Par c'est contre, peut-être parce que je suis un vieux de la maison, j'ai peut-être encore non, c'est pas une ça. petite... C'est que l'immigration, par une- exemple, je crois savoir que le solde migratoire du Rassemblement national, c'est 10 000, et ils ne veulent pas renvoyer, ils ne veulent renvoyer personne, mis à part les étrangers, fichier S, ce qui correspond à 5 000 personnes à peu près, ce qui me paraît très mou par rapport à l'urgence d'aujourd'hui. Au contraire, les mesures devraient être plus radicales, puisque les besoins des Français sont aujourd'hui plus dans la crise, justement. Donc pour moi, ça c'est mal joué de la part du Rassemblement national. Et c'était sur quel autre aspect que vous avez dit que le... Oui, sur l'islam. Ils sont très conciliants avec Alors là, sur l'islam. l'islam, C'est juste pas le voile en public, mais le reste... Non, là, sur l'islam, ils sont vraiment très en retard par rapport On est d'accord. à Monsieur Zemmour, On quand est même, d'accord. hein. Bon, là, non, ils sont à côté de la plaque. Oui. Parce que Madame Le Pen a dit que l'islam était compatible avec la République. Alors, ça dépend quelle République on veut faire. Si c'est une République multiconfessionnelle, fédéraliste, Ouais. oui, bien entendu, il n'y a pas de problème. Mais si on veut faire une République jacobine, parce qu'ils sont jacobins, enfin, ils se disent jacobins, Oui. si on veut faire une République unitaire et laïcarde, à l'ancienne, style hussard de la République, alors là, non, il n'y a pas de compatibilité du tout. Bien sûr, oui, bien sûr. Comment peut-on concilier l'obligation vestimentaire, la charia, Hmm. les obligations alimentaires avec la laïcité? Non, c'est pas possible Bien ça. sûr, ouais, bien sûr. Pour vous, voilà, l'islam, c'est juste enlever le voile en public, et puis Alors le problème est non. réglé. Pour Si eux, vous c'est voulez, je ça. vous dis, je serais indulgent avec le Rassemblement national sur l'immigration et la sécurité, mais là, sur l'islam et sur l'économie et Hmm. sur les questions sociétales, non, Oui, non, c'est non. Là, il y a un renoncement complet hmm. au discours originel du Front National. Tout à fait. Bah, en tout cas, merci beaucoup Jean-Claude, ça a été un plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas, C'est vous pouvez moi. retrouver 17 ans dans les tranchées du Front National aux éditions Dua Alpha Édition. Et il y aura bien évidemment un lien dans la description pour commander le livre. Bien sûr, Jean-Claude Rollinat, je suis sûr que je vais vous recevoir encore pour parler d'un autre ouvrage. En attendant, les amis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre entretien du Parti de la France. Et rendez-vous vendredi à 21 h pour un live Telegram sur le forum du Parti de la France. Bon dimanche à vous.